Aujourd'hui, on termine, enfin jusqu'à ce que je change d'avis, notre série sur la crise de l'euro en parlant du modèle économique théorique qui a servi à la fabrication de l'Union européenne, et plus particulièrement de la zone euro, j'ai nommé l'ordolibéralisme allemand. Ah, le modèle allemand, la référence. Voilà, c'est le modèle économique qui a servi de base à la construction européenne. C'est lui qu'il faut comprendre si on veut savoir pourquoi la BCE est indépendante, pourquoi on ne peut pas dépasser 3% de déficit public, ou encore pourquoi l'État doit emprunter sur les marchés financiers. Ah bah ça c'est cool, on va enfin comprendre comment on aurait pu éviter la crise. Alors, c'est plutôt l'inverse en fait, hein. La crise de l'euro c'est un peu la crise du modèle allemand. Mais n'importe quoi, les Allemands cartonnent dans tous les domaines. Ok, je lance le générique, et puis on en discute. Mirabel appelle Églantine. Mirabel appelle Églantine. Églantine? Oui. Vous avez Églantine, mon colonel. Ici Mirabel. Églantine, j'ai réfléchi. Repliez-vous sur Sarville, on signale des convois allemands dans votre coin, vous risquez d'être bloqué dans le bois jusqu'à la fin de la guerre. Et aussi longtemps que possible, longez la forêt de Machecoul. Vous pourrez vous y abriter en cas de pépin, je la connais, on peut même s'y perdre. Compris? Compris. Le temps de prendre un cognac et on part. Un cognac? Mais c'est bien Églantine que j'ai à l'appareil, répondez. Non, c'est pas tout à fait Églantine. Ici, c'est le commandant d'infanterie Volkourtel. Mais ça fait rien. Bougez pas, on arrive. Commençons donc par la théorie. Le libéralisme allemand porte le nom d'ordolibéralisme. C'est une voie à mi-chemin entre le capitalisme à l'anglo-saxonne, qu'on considère en général comme le plus proche de l'orthodoxie classique, de l'ultralibéralisme si tu préfères, et un capitalisme keynésien plutôt orienté vers des politiques de la demande. Et ici je commence tout de suite par une petite précision. L'ordolibéralisme est un courant de pensée qui a presque un siècle. Dans cette vidéo, je m'intéresse à son héritage moderne que l'on retrouve au sein de l'organisation européenne. Pour mettre en perspective ce que je vais raconter et pour comprendre le contexte dans lequel l'ordolibéralisme a été créé ou encore la manière dont il se différencie du libéralisme pur, je vous recommande d'avance deux vidéos. La première du Stagirite qui parle de sociologie et de politique sur sa chaîne et la deuxième de Patricia Commun qui est l'experte française de l'ordolibéralisme. Les liens sont en description. Sur ce, reprenons. Ok, donc le modèle allemand n'est ni de gauche ni de droite quoi. On peut pas dire ça, tu vas voir. Je précise que je vais décrire ici un courant de pensée qui tient plus de l'idéologie ou de l'opinion politique que de la science. On va le voir, l'ordolibéralisme, comme de nombreux autres courants de pensée en économie, propose des hypothèses plausibles, potentiellement justes, mais non vérifiées, voire non vérifiables, ainsi qu'une version simplifiée de la mécanique économique qui ne colle pas toujours avec la réalité. Ok, allez, vas-y, balance. Donc, pour commencer, on considère que seule une économie organisée autour d'entreprises privées peut maximiser la quantité de richesse créée. Les autres formes d'organisation peuvent aussi créer de la richesse, mais les entreprises privées sont toujours plus performantes et donc plus souhaitables. La question qu'on se pose est donc la suivante. De quoi les entreprises privées ont-elles besoin afin de pouvoir créer le plus de richesse possible? Et la réponse tient en 4 règles ou 4 piliers. Numéro 1, il faut de la concurrence. On considère qu'une entreprise ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités si elle n'est pas constamment stressée et stimulée par des concurrents prêts à tout pour lui prendre ses parts de marché. On veut donc à tout prix éviter les monopoles, considérés comme dangereux. On en conclut alors qu'une concurrence juste et non faussée doit être organisée par un joueur neutre, l'État. C'est lui qui doit mettre en place les institutions qui définissent le cadre de la concurrence et qui permettent à ce cadre d'être respecté. Ok, donc l'État, c'est l'arbitre en fait. C'est un peu ça. L'État doit créer et maintenir une organisation au sein de laquelle on peut avoir des institutions qui vont définir les règles du jeu, les parlements, et jouer le rôle d'arbitre, le système judiciaire. L'ordolibéralisme se démarque ici de l'ultralibéralisme dans le sens où il donne un rôle primordial à l'État. Au lieu de dire qu'on devrait s'en débarrasser ou qu'il faudrait toujours limiter son action dans tous les domaines, l'ordolibéralisme dit que le rôle de l'État est en fait primordial pour la mise en place d'une concurrence juste et non faussée pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Mais il dit aussi que l'État ne doit pas se mêler des affaires des entreprises. Le service public est toléré à condition qu'il ne puisse pas être remplacé par des entreprises en concurrence. D'accord, donc pas de SNCF, pas d'EDF, pas de La Poste, pas de France Télé, tout ça. Eh ben non, pas en théorie. En pratique, si on regarde du côté du principal intéressé par cette pensée ordolibérale, on voit qu'il y a des exceptions, mais pas tant que ça. Le gouvernement allemand est propriétaire de la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF, et de KVW, l'équivalent de la Caisse des dépôts et consignations. Mais à part ça, l'Allemagne a plutôt tendance à suivre la théorie. Les entreprises privées en concurrence valent toujours mieux que l'État. Et les instances économiques européennes ont été conçues en accord avec cette théorie. Et du coup, ça veut dire aussi pas d'hôpitaux publics, pas de sécurité sociale, pas d'école publique?
Alors non, l'ordolibéralisme est né dans les années 1930 à Fribourg, en Suisse. À ce moment-là, l'État-providence de Bismarck existait déjà. Pour te donner une idée, voici un petit récapitulatif des dépenses de protection sociale, de santé et d'éducation des gouvernements des principaux pays européens. Les données sont en euros par habitant et par mois, et j'ai tenu compte des différences de pouvoir d'achat entre les pays. Comme tu peux le voir, il y a un peu de tout, et la France et l'Allemagne sont en milieu de tableau avec un montant très similaire, autour de 1000 € par mois et par habitant. D'accord, donc l'ordolibéralisme veut de la concurrence de partout, mais pour le social, l'État a le droit de s'en occuper. C'est marrant comme exception. Et du coup, dans ce domaine-là, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de limite? Il y a des limites. Il faut que je te parle du deuxième pilier. Le budget de l'État doit toujours rester à l'équilibre. Une entreprise peut se permettre de dépenser plus que ce qu'elle gagne de manière temporaire, de s'endetter, parce qu'elle vise un retour sur investissement, une création de richesse future qui va lui permettre de rembourser sa dette. L'État ne peut pas créer de richesse de manière optimale, car il ne fonctionne pas comme une entreprise. Il n'est concurrencé par personne. Donc toute activité nécessitant de l'investissement ne peut être laissée que entre les mains des entreprises, et jamais entre celles de l'État. Si ce dernier en venait à investir, il se retrouverait endetté sans être capable de dégager les marges suffisantes pour rembourser. Cela provoquerait des instabilités qui empêcheraient les instances dont le rôle essentiel est d'organiser et de fixer le cadre de la concurrence, de se concentrer exclusivement sur cette tâche. Conclusion, si l'État veut faire de la redistribution, s'occuper des écoles, des retraites, des hôpitaux, etc., pas de problème, mais toujours dans les limites de son budget. Eh ben la vache, c'est quand même raide hein, comme affirmation. Zéro déficit de l'État, ça laisse pas vraiment de marge de manœuvre quand les banques se pètent la gueule et que toute l'économie se prend une crise financière dans la tronche. Et voilà, tu commences à faire le lien avec la crise de l'euro. Mais finissons-en d'abord avec ces histoires de piliers. Le troisième pilier de l'ordolibéralisme, c'est le financement des entreprises. L'épargne des ménages doit être orientée vers le système financier, banques et marchés financiers, pour qu'ensuite ce dernier puisse prêter aux entreprises et ou acheter leurs actions. Les banques redirigent l'argent de l'épargne vers les entreprises? Je croyais que ça marchait pas comme ça justement. Je croyais que les banques créaient la monnaie. C'est vrai, ici il y a une erreur dans la manière de décrire les mécanismes macroéconomiques. Je te l'avais dit, les grands courants de pensée économiques font des hypothèses parfois difficiles à vérifier, voire non vérifiables, et parfois ils font aussi des erreurs. On corrigera ça plus tard. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que traditionnellement, l'ordolibéralisme compte sur des ménages conservateurs, peu dépensiers, qui épargnent beaucoup afin que les entreprises puissent disposer d'une manne financière importante pour leurs investissements. Ouais, ok. Enfin, quatrième et dernier pilier, les entreprises ne peuvent pas fonctionner correctement si elles passent leur temps à se soucier de la valeur de la monnaie qu'elles manipulent. Il faut absolument une stabilité monétaire. La valeur de la monnaie qu'elles manipulent. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pas beaucoup d'inflation. L'inflation, c'est la bête noire de l'ordolibéralisme. La faute notamment à la période d'hyperinflation allemande des années 20 qui a marqué les mémoires. L'inflation, donc l'augmentation du niveau général des prix, c'est la perte de valeur de l'argent mis de côté par les agents économiques, entreprises, ménages, voire même potentiellement États. Cette situation de perte de valeur de la monnaie épargnée est perçue comme un phénomène extrêmement anxiogène qui limite l'investissement et donc qui empêche le bon fonctionnement des entreprises. Il y a trop d'inflation, mes 15 000 balles de côté perdent de la valeur parce que je peux acheter moins de trucs avec, je panique, je fais n'importe quoi, c'est le bordel. Exactement. Or, pour les ordolibéraux, comme pour beaucoup d'autres d'ailleurs, l'inflation ne peut venir que de la mauvaise utilisation de la planche à billets. C'est l'injection de nouvelles monnaies dans l'économie par l'institution qui en est responsable, la Banque centrale, qui provoque l'inflation. Ici encore, il s'agit d'une erreur. Déjà, on l'a dit, la Banque centrale n'est pas la seule à créer de la monnaie. Les banques privées en créent beaucoup plus qu'elle. Ensuite, l'inflation est un mécanisme complexe et les canaux par lesquels elle se manifeste sont multiples. Si la planche à billets peut être l'un d'entre eux, elle n'est pas le seul et elle ne l'est pas toujours. Mais bref, l'ordolibéralisme considère qu'afin d'éviter une mauvaise gestion de la planche à billets qui mènerait à un excès d'inflation, il faut que la Banque centrale ait pour mission prioritaire le contrôle de cette inflation. Il faut même plus que ça, il faut que cette Banque centrale soit indépendante de l'État, afin que ce dernier n'ait pas accès au bouton de la création monétaire. Ça va de pair en fait avec le pilier de la rigueur budgétaire. Pour obliger l'État à rester dans les clous de son budget, il ne doit pas avoir accès à la planche à billets. Ah, mais c'est comme ça que ça marche en zone euro, non? Les États n'ont pas accès à la planche à billets, la BCE est indépendante du pouvoir politique, et son objectif numéro 1, c'est le contrôle de l'inflation. Tout à fait. C'est pour ça que l'Irlande, le Portugal et la Grèce se sont retrouvés avec un énorme problème en 2010. Pour n'importe quel État non membre de la zone euro, il est toujours possible d'aller demander des fonds à sa banque centrale si les marchés financiers refusent de lui prêter. En zone euro, ce n'est pas possible. La BCE a interdiction formelle, quelle qu'en soit la raison, de prêter à un État membre. Non seulement parce qu'un gouvernement n'est pas supposé avoir besoin de financement, ce n'est pas son rôle, son budget doit être à l'équilibre, pilier numéro 2, mais aussi parce que financer un gouvernement avec de la nouvelle monnaie, c'est une mesure perçue comme nécessairement inflationniste. Or, l'excès d'inflation est toujours perçu comme le plus néfaste de tous les maux, quoi qu'il arrive.
Ici, on touche du doigt un des problèmes majeurs de la zone euro et de l'Union européenne dans son ensemble. L'idéologie économique qui a guidé sa création a été pensée pour maximiser les richesses, mais pas pour faire face à une crise financière. Ouais, enfin c'est peut-être pas évident non plus de prédire les crises. Il ne s'agit pas de prédire, il s'agit simplement d'envisager. Tu peux tout à fait concevoir ton organisation en cherchant à maximiser la richesse produite, tout en mettant en place des garde-fous pour éviter, voire réduire l'impact d'une éventuelle crise financière. Le problème, c'est que l'ordolibéralisme est ancré dans une tradition classique en macroéconomie qui consiste à envisager une crise comme n'étant qu'un simple réajustement d'un équilibre. Autrement dit, pour un ordolibéral, les crises économiques ne sont pas des crises. Il y a un ordre naturel macroéconomique, un équilibre naturel, qui bouge et qui parfois passe par des phases plus douloureuses que d'autres. Mais il n'y a rien à faire contre ça. Il faut simplement accepter la situation et attendre que l'équilibre naturel se déplace à nouveau vers un niveau plus satisfaisant. Le pire de tout serait d'essayer de sortir de la crise en ne respectant plus les règles sacro-saintes de la seule vraie bonne organisation de l'économie. On ne ferait qu'empirer les choses. L'équilibre naturel de l'économie est optimal par construction. On ne peut jamais faire mieux que cet équilibre. Ainsi, la meilleure situation possible n'est obtenue que en suivant les règles. Concurrence non faussée, équilibre budgétaire, épargne rigoureuse et maîtrise de l'inflation, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, pas moyen de moyenner, genre des fois il y a une exception parce que dans ce cas précis... Non, pas moyen de rien du tout. L'ordolibéralisme s'inspire de la morale kantienne. Quel que soit le contexte, il y a les choses qui sont toujours morales et celles qui ne le sont jamais. Dans ordolibéralisme, tu retrouves le terme ordo, ordre. Il faut respecter l'ordre établi, toujours suivre les règles. Ok. Et c'est pas un peu flippant quand même? Eh ben, c'est très conservateur. Ce qu'on appelle économie n'est rien de plus qu'un ensemble de règles qui permettent une organisation de la société. Mais ces règles sont sous notre contrôle, elles sont toutes modifiables, et il semble quand même douteux de vouloir imposer 4 règles inamovibles sous prétexte qu'elles permettraient la meilleure organisation possible. D'autant plus que ces règles sont fondées sur une description incorrecte des mécanismes économiques. Ah alors, faisons un peu le point là-dessus. Où sont les merdes dans le raisonnement? Première chose, les banques ne redistribuent pas l'épargne. Elles ont accès à leur propre planche à billets privée indépendante de celle de la Banque centrale. La peur ordolibérale de la planche à billets et de l'inflation est complètement disproportionnée, notamment à cause de la croyance fausse que seule la Banque centrale contrôle la création monétaire. En réalité, la planche à billets privée des banques tourne tous les jours sans générer d'inflation et avec très peu de contrôle de la part de la Banque centrale. On peut le voir sur ce graphique. En noir, c'est le taux d'inflation en zone euro. En rouge, c'est le taux de nouvelles monnaies qui circulent en plus dans le système chaque année. Sauf pour les années 2011 et 2012, le taux de nouvelles monnaies a toujours été supérieur à l'inflation, ce qui prouve bien que non, la planche à billets n'est pas que inflationniste. La nouvelle monnaie est aussi utilisée pour financer une réelle production de richesse. Bon, donc le coup de la méfiance de la planche à billets, c'est pipeau. Et aussi, les banques ne sont pas des intermédiaires qui redistribuent l'épargne. Par contre, les marchés financiers, ça fonctionne, non? Ils utilisent bien l'argent de l'épargne pour financer les entreprises. Alors oui et non. L'importance du financement de l'économie réelle par les marchés financiers est très discutable. Je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails ici, il faudrait toute une vidéo pour pouvoir être précis sur ce sujet, mais je peux quand même te montrer ce graphique. Pour chaque année, tu peux voir en rouge le financement des entreprises européennes par le biais d'émissions d'actions et en noir par le biais d'émissions d'obligations. Je rajoute par-dessus tout ça le financement lié à l'emprunt bancaire classique, la création monétaire donc, et enfin pour terminer, le financement lié au réinvestissement des bénéfices. On voit bien que l'importance des marchés est faible. La création monétaire et surtout les bénéfices réinvestis sont des contributeurs beaucoup plus importants au financement des entreprises que les marchés financiers. Mais attends, t'as des trucs négatifs là, c'est quoi ce bordel? Et oui, sur une année, si les entreprises rachètent plus d'actions qu'elles n'en émettent ou qu'elles remboursent plus qu'elles n'empruntent, eh bien la contribution peut être négative. Ah ouais. C'est ouf. Alors je précise quand même que l'obtention de ce graphe n'a pas été facile. J'ai été obligé d'aller fouiller dans 3 bases de données différentes pour obtenir tout ça. Et même si je pense que les ordres de grandeur sont corrects, je ne suis pas certain de la précision de l'ensemble. J'ai essayé tous les détails méthodologiques sur GitHub pour refaire le graphe si ça t'intéresse. Le lien est en description. Et d'ailleurs, je suis preneur de commentaires et ou de critiques si tu veux essayer d'aller fouiner toi aussi. Alors laisse-moi réfléchir, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mon week-end? Éplucher la base de données d'Eurostat ou le monde ouvert de Red Dead Redemption 2? Mon cœur balance. Bon, mais sinon, les marchés ne financent que peu les entreprises. Du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément encourager l'épargne. Tout juste, non seulement les banques peuvent créer la monnaie, donc l'épargne n'est pas nécessaire, mais il y a même une erreur de logique. L'économie forme une boucle, les richesses produites doivent être consommées. Mettre l'accent sur le financement des entreprises n'est qu'une partie du problème. Une fois les richesses créées, encore faut-il que la population puisse se les offrir. Ouais. Sauf si on veut se concentrer sur les exportations. On peut toujours vendre le surplus de production à l'étranger. Exact, mais dans ce cas, il faut se rappeler qu'un modèle économique basé sur les exportations n'est absolument pas généralisable.
La production mondiale de richesse doit nécessairement égaler la consommation mondiale. Les exportateurs dépendent des importateurs et vice-versa. Ceux qui produisent plus que ce qu'ils consomment ne peuvent le faire que parce qu'il existe des pays qui consomment plus que ce qu'ils produisent. Autrement dit, le modèle ordolibéral, en mettant l'accent sur l'épargne et pas sur la consommation, veut rendre tous les pays qui adoptent son mode de pensée exportateurs. Mais c'est tout simplement impossible. Tous les pays au sein d'une zone commerciale ne peuvent pas tous être exportateurs. Ah ouais, le modèle ne peut pas marcher pour l'ensemble des pays, sinon forcément on ne sait plus à qui vendre le surplus de production. Putain, c'est débile. Bien, maintenant qu'on a bien remis les choses au clair, j'aimerais te montrer pourquoi la crise de l'euro est en fait la crise du modèle ordolibéral. Ok. Alors je vais peut-être aller un peu vite sur le fonctionnement de la machine économique et financière, mais sache qu'il y a des vidéos sur la chaîne, les liens sont en description, qui expliquent plus en détail ce que je vais rappeler ici. L'économie se compose de 3 blocs et de 2 cœurs. Premier bloc, l'économie réelle. Elle se compose de ménages, d'entreprises et d'un État qui s'échange des richesses nouvellement produites. C'est ça le point important, les richesses échangées sont forcément nouvelles, et les échanges permettent de rémunérer le travail de ceux qui viennent de les produire. On mesure la quantité de richesses produites grâce au PIB. Alors, nouvelle voiture, nouvelle maison, nouvelle coupe de cheveux, je rémunère celui qui produit la richesse, direct dans le PIB. Vient ensuite le premier cœur, c'est l'épargne, l'argent mis de côté par n'importe lequel des agents économiques. Cette épargne peut être réinjectée dans l'économie via une branche des marchés financiers qu'on appelle le marché primaire. Nouvelles actions, nouvelles obligations, ça marche. Les 2 blocs qui viennent ensuite, également connectés au cœur, les marchés financiers dits secondaires et marchés de l'immobilier, sont ceux d'une économie parallèle, celle de l'occasion. Il s'agit de s'échanger des biens qui ont été produits dans le passé. L'échange de ces biens ne rémunère plus le travail de celui qui l'a produit, il rémunère simplement le propriétaire actuel du bien. Ok, donc là je vends ma baraque ou mes actions, le mec qui me les achète ne rémunère pas mon travail puisque c'est pas moi qui ai construit la maison ni émis les actions, donc pas économie réelle. Ces 3 blocs organisent donc des échanges, et pour que ceci puisse avoir lieu, il faut prévoir de la monnaie qui va servir d'intermédiaire. C'est en partie le rôle du premier cœur, l'épargne, mais il existe aussi un deuxième cœur, celui de la dette bancaire qui correspond à la création monétaire. Quand les entreprises ou les ménages s'endettent auprès des banques, ou que l'État s'endette auprès de sa banque centrale, quand c'est possible, de la nouvelle monnaie est émise pour permettre les échanges. Plus de dettes, plus de monnaie, plus d'échanges. Ok, je suis toujours chaud. Problème, la valeur des produits financiers et des biens immobiliers n'est pas indexée sur leur ancienneté. Autant je ne pourrais jamais vendre d'occasion une paire de chaussures ou une voiture plus chère que son prix d'achat, autant pas de problème pour un bien immobilier ou un bien financier. Sauf si c'est des chaussures genre signées par Banksy. Ouais, bon, sauf cas particulier, commence pas à essayer de m'embrouiller. Donc, si les 2 blocs de l'occasion, marché secondaire et immobilier, voient le prix des biens qui s'y échangent augmenter, eh bien, la consommation monétaire de ces blocs devient de plus en plus importante. Si on veut conserver le nombre d'échanges, mais que chaque transaction se fait à un prix plus élevé, il faut bien prévoir plus de monnaie pour que ça marche. Ouais, ok, ça, je vois. Eh bien, voilà ce qui provoque une crise financière. Grâce au potentiel de prise de valeur des biens d'occasion immobiliers et financiers, l'appât du gain pousse différents agents économiques, entreprises ou ménages, à s'endetter auprès des banques ou à utiliser leur épargne pour investir sur les marchés de l'occasion. L'ajout de monnaie dans ces marchés provoque une augmentation des prix qu'on appelle spéculative. Pourquoi spéculative? Parce que pendant ce temps-là, la quantité de monnaie consacrée à l'économie réelle diminue. Ainsi, alors que la dette augmente et que les prix des actifs d'occasion augmentent, le PIB, lui, ne suit pas. Or, pour des raisons expliquées dans cet épisode-là, seule l'économie réelle peut permettre de rembourser la dette de manière pérenne. Donc ici, face à une instabilité comme ça, face à une dette qui grossit plus vite que le PIB, eh ben, il n'y a pas le choix, à un moment donné, on va se prendre une crise financière dans la tronche. Bien, alors comment s'en sortir? Le problème est assez simple à poser, il faut redonner de l'importance au PIB par rapport à la dette. La solution la plus simple est la suivante, faire augmenter le PIB plus vite que la dette. Comment faire? Il faut trouver un moyen pour convaincre les cœurs d'arrêter de financer les marchés de l'occasion. Donc il faut convaincre les agents économiques d'arrêter d'investir via la dette ou via l'épargne sur les marchés de l'occasion. Ok, et comment on peut faire ça? Eh bien je te laisse te creuser la tête. Il faut trouver des moyens efficaces afin de canaliser la dette et l'épargne en priorité vers l'économie réelle. Et donc il faut trouver un moyen de rendre les marchés de l'occasion peu attractifs. Or, ce qui les rend attractifs, c'est justement qu'ils sont spéculatifs. Les prix peuvent grimper sans aucune contrainte réelle. Conclusion, il faut trouver un moyen de limiter la hausse des prix. Et voilà. Pour les marchés financiers, on pourrait envisager des taxes ou des interdictions de financement par la création monétaire pour certains fonds avec des stratégies purement spéculatives. On pourrait aussi éloigner la planche à billets des marchés financiers. Donc, séparer les banques de détail qui possèdent la planche à billets des banques d'investissement qui ne la possèdent pas. Et interdire le financement des deuxièmes par les premières.
On pourrait également proposer aux épargnants des avantages fiscaux quand les produits financiers sont neufs, quand ils sont émis par l'économie réelle et passent par le marché primaire. Pour l'immobilier, on pourrait imposer des taxes supplémentaires sur les entités qui spéculent, celles qui ne prévoient pas d'utiliser ou de louer les locaux qu'elles achètent, ou qui en possèdent trop par rapport à leurs effectifs. Et puis également, dans les deux cas, immobilier et marché financier, on pourrait fixer des prix maximum indexés sur le PIB. Mais dans le même temps, on pourrait aussi rendre l'économie réelle plus attractive. Par exemple en limitant les taxes ou en simplifiant les procédures de création d'entreprises. Mais surtout pas en réduisant la dépense publique. Et pourquoi pas? Parce que l'État n'achète pas de produits financiers d'occasion, au contraire même. Il émet de nouvelles obligations sur le marché primaire. Il aspire de la monnaie, de l'épargne et de la création monétaire dans l'économie réelle. Également, l'État n'achète pas de maisons ou d'appartements d'occasion. Il fait construire des infrastructures. Il rémunère des fonctionnaires. Il propose des compléments de rémunération à ceux qui voudraient consommer plus. Bref, l'État n'est que très peu connecté au marché de l'occasion qui sont la cause du problème. C'est pour ça que Keynes recommandait d'augmenter les dépenses publiques en cas de crise. Ça permet de remplir l'économie réelle de monnaie et donc, par l'inflation ou par la croissance économique, d'augmenter le PIB et donc de lutter contre la dette. Bon, mais alors, l'ordolibéralisme dans tout ça, clairement la méthode keynésienne n'est pas applicable en Europe. Alors il reste quoi? Eh bien il reste l'austérité, la privatisation des services publics et la flexibilisation du marché de l'emploi. Que du bonheur. Mais pourtant, l'austérité a complètement atomisé la Grèce, on le sait ça. C'est vrai, mais le cadre ordolibéral ne permet pas l'analyse qu'on vient de faire. Pour correctement poser le problème de la dette, il faut pouvoir décrire correctement toute la tuyauterie économique et financière. Or, comme on l'a déjà vu, l'ordolibéralisme se trompe sur le rôle des banques. Il ne voit pas que ce sont elles qui sont les véritables maîtres de la planche à billets. Il se trompe également sur les dangers et l'origine de l'inflation. Il favorise l'épargne sans se poser la question de la dangerosité de la spéculation financière et immobilière, sans penser non plus au manque de consommation qui provoque des situations de surproduction, situations localisées, absolument pas généralisables, dans lesquelles les agents économiques ne profitent que d'une partie du fruit de leur effort. Il érige également en dogme la rigueur budgétaire de l'État, sans poser la question de la réelle pertinence monétaire d'une telle mesure, particulièrement en période de crise. Donc forcément, l'ordolibéralisme propose une réponse à côté de la plaque. Selon cette pensée, seul le non-respect des règles peut provoquer une crise, ou plutôt une situation non optimale. Ainsi, la seule réponse qu'il sait apporter est trouver les infractions aux règles et bannissez-les. Et donc les infractions, c'est quoi? Non-respect des règles de déficit budgétaire par les gouvernements, donc austérité, ce qui implique que de nombreux services rendus par l'État doivent être abandonnés, donc privatisation. Enfin, afin de retrouver l'équilibre naturel de l'économie et de remettre l'État sur les rails de son rôle primordial, il faut supprimer toutes les règles qui ne servent pas directement la concurrence entre les entreprises et qui plombent le budget de l'État. Donc baisse des aides à l'emploi ou des indemnités chômage et flexibilisation du marché du travail. Alors attends, là je comprends pas bien ce que le marché du travail a à voir là-dedans. En quoi le rendre plus flexible va dans le sens de l'ordolibéralisme? Eh bien, l'État n'est pas supposé se mêler des affaires des entreprises. Il doit juste assurer la concurrence. Si les entreprises disent qu'elles ont besoin de plus de CDD, de temps partiel, de salaires plus bas, de règles simplifiées pour embaucher et licencier et de moins de cotisations sociales, alors l'État doit simplement vérifier que de telles mesures permettront bien une concurrence juste et non faussée. Si c'est le cas, alors il faut écouter les entreprises. Ok, donc on retombe bien sur le triptyque de choc, austérité, privatisation, flexibilisation. Le problème, c'est que ces réformes sont complètement dogmatiques. Elles peuvent très bien être légitimes dans certains cas, mais elles ne permettent pas de résoudre le problème de fond lié au manque de monnaie de l'économie réelle et au trop-plein des marchés financiers et de celui de l'immobilier. C'est la raison pour laquelle la crise de 2010, celle de la zone euro, n'est intervenue que en zone euro. Parce que seule la zone euro s'est dotée d'institutions et de règles qui ne permettent pas l'utilisation de la relance par la dépense publique. Autant la réglementation des marchés financiers et de celui de l'immobilier a été largement ignorée par tout le monde, pour des raisons idéologiques, politiques, de lobby, etc., autant la relance par la dépense publique, elle, a été embrassée par tous les pays développés, sauf ceux de la zone euro. Ouais, ça me donne un peu envie de vomir. Mais il y a un truc qui colle pas quand même là-dedans, et l'Allemagne dans tout ça. Tu viens de m'expliquer pourquoi le système ordolibéral allemand ne peut pas fonctionner pour résoudre une crise de la dette. Mais alors, pourquoi est-ce que les Allemands s'en sortent si bien que ça? Leur modèle marche quand même vachement bien chez eux, non? Alors pourquoi pas chez nous aussi? Il y a un paradoxe là. Il n'y a pas de paradoxe, simplement une réalité toute bête. Un cadre ordolibéral vecteur de concurrence et de règles strictes, associé à une monnaie unique hors de contrôle des États, provoque l'apparition d'un champion, d'un gagnant du jeu de la concurrence, qui se nourrit des problèmes de ses compétiteurs. Et ce champion, c'est l'Allemagne. Ah ouais, grosse accusation là. On en parlera dans un prochain épisode. En attendant, résumons un petit peu tout ce qu'on vient de dire. La zone euro, et plus largement l'Union européenne, a été construite en accord avec une pensée économique, une idéologie économique appelée ordolibéralisme.
Il s'agit d'une pensée née en Suisse dans les années 1930, qui a guidé le développement économique de l'Allemagne et aussi du Japon, et qui est aujourd'hui le modèle économique de la zone euro. L'ordolibéralisme est une pensée très peu flexible. Il s'agit d'un libéralisme fondé sur l'ordre, ordo, le respect des règles. Et il existe 4 règles fondamentales que j'ai appelées piliers de l'ordolibéralisme. Numéro 1, seules les entreprises sont à même de créer de la richesse. Le seul et unique rôle de l'État est d'organiser une concurrence juste et non faussée. Numéro 2, l'État ne doit jamais entretenir de déficit budgétaire. En effet, le déficit, c'est l'endettement, donc l'investissement, avec comme objectif un retour sur investissement, donc une création de richesse. Or, on l'a dit juste avant, seules les entreprises peuvent créer de la richesse. Numéro 3, les entreprises créatrices de richesse doivent pouvoir investir, donc entretenir des déficits, donc s'endetter. Ainsi, les ménages sont encouragés à épargner un maximum afin que les banques et les marchés financiers puissent financer les déficits privés. Et enfin, numéro 4, l'inflation est le pire de tous les maux, car la hausse des prix entraîne la perte de valeur de l'épargne accumulée, une situation perçue comme tellement anxiogène qu'elle bloque complètement toute l'économie. Or, comme seule la création monétaire entraîne l'inflation, il faut encadrer par des règles strictes l'entité responsable de la planche à billets, la Banque centrale. On la veut indépendante du pouvoir politique et avec comme seul objectif la maîtrise de l'inflation. En suivant ces 4 règles à la lettre, l'ordolibéralisme entend permettre le meilleur développement économique possible. Cela dit, le modèle a de nombreuses failles. D'abord, il fait des hypothèses qui ne sont absolument pas vérifiées. Il n'est pas prouvé que la concurrence soit toujours la meilleure voie à suivre pour créer de la richesse. De quelle richesse parle-t-on? Quels sont les indicateurs qui permettent de la mesurer, etc. Il s'agit ici que d'un dogme. Or, sans cette première hypothèse, le corollaire sur l'interdiction de déficit budgétaire de l'État n'a plus aucun sens. Tant qu'on ne peut pas prouver qu'une entreprise fera toujours mieux qu'un État en termes d'investissement, on ne peut pas affirmer que le déficit public est toujours mauvais. Quant à l'inflation érigée comme le mal absolu interdisant tout développement économique, il s'agit encore ici d'un dogme. Il y a un monde entre l'inflation, même à 5 ou 10%, et l'hyperinflation des années 1920. D'autant plus que tous les indices nous incitent à penser que c'est plutôt la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix et des revenus, qui accompagne systématiquement les crises économiques. Mais plus que de simples hypothèses non vérifiées, voire non vérifiables, l'ordolibéralisme fait aussi de véritables erreurs. L'inflation est un phénomène complexe, qui ne vient pas que de la planche à billets. Celle-ci n'est pas sous le contrôle de la Banque centrale, ce sont majoritairement les banques privées qui la manipulent. L'épargne n'est pas redistribuée par les banques, seulement les marchés financiers s'en chargent. Et encore, leur rôle dans le financement des entreprises est faible, et de toute façon, les banques privées peuvent créer la monnaie. Ainsi, encourager les ménages à épargner sans vérifier que l'économie réelle a effectivement besoin de financement, c'est simplement encourager la spéculation. D'autant plus que l'économie a aussi besoin de consommation. La surproduction, la balance commerciale positive, est une situation déséquilibrée, pas plus souhaitable que la situation inverse, et surtout non généralisable. Finalement, même si dans les traités qui en définissent le cadre, la zone euro a su conserver une certaine flexibilité face à ses valeurs ordolibérales, par exemple le déficit public est autorisé à hauteur de 3% du PIB, il n'empêche que cette pensée économique limite les marges de manœuvre des États qui en sont membres. Face à la crise des subprimes, si la responsabilité de la structure des marchés financiers et de celui de l'immobilier n'a réellement été remise en question par personne, tout le monde a pu au moins profiter des théories de relance gouvernementale à base d'endettement et de planches à billets imaginées par Keynes. Tout le monde, sauf la zone euro, qui s'est concentrée sur le respect des règles ordolibérales et donc sur des réformes à base d'austérité, de privatisation et de flexibilisation du marché de l'emploi. Des réformes souvent dévastatrices, notamment dans le cas de la Grèce, peut-être parfois justifiées, mais qui ne proposent absolument aucune solution face à la véritable source du problème, qui demeure monétaire. Conclusion, la zone euro est la seule à avoir connu la crise de l'euro parce qu'elle est la seule à avoir mis en place des règles ordolibérales aussi strictes. La crise de l'euro, c'est en grande partie la crise de l'ordolibéralisme. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode un petit peu plus critique que d'habitude, vous l'avez sûrement remarqué. J'ai pas pu m'empêcher de critiquer cette idéologie ordolibérale, notamment à cause du fondement même de cette pensée, l'idée qu'il existerait des règles économiques qu'il ne faudrait jamais violer, quel qu'en soit le contexte, me semble absolument dangereuse. C'est en général ce genre d'abomination qu'on obtient quand on prend des idées avant tout politiques et qu'on essaye de les emballer dans un joli papier cadeau pseudo-économique. En réalité, les économistes savent bien qu'il n'y a aucune règle absolue en économie. Tout est évolutif et tout dépend toujours du contexte. Mais quand les politiques s'en mêlent, on transforme tout ça en tout blanc versus tout noir et voilà le résultat. Dans une prochaine vidéo, on parlera davantage de l'Allemagne et des raisons derrière sa réussite actuelle. On parlera aussi davantage de cette histoire de flexibilité qu'on nous ressort à toutes les sauces. J'aurais bien aimé tout mettre dans cette vidéo, mais ça aurait fait beaucoup trop long. Sur ce, pensez au pouce, partage, commentaire, tout ça. Un gros bisou à tous les tipeurs qui financent ces vidéos. Il n'y aurait pas de vidéo sans vous, donc encore une fois, un grand merci.
et à bientôt pour un prochain épisode.